Aujourd'hui, tout le monde sait que le pétrole est bien plus qu'une simple ressource énergétique. C'est un moteur puissant de la géopolitique mondiale. Des conflits armés aux alliances stratégiques, cette ressource a façonné les rapports de force entre les nations. Son importance économique et son rôle crucial dans l'industrie et les transports ont poussé les grandes puissances à rivaliser pour son contrôle. Mais comment cela s'illustre ? Eh bien, c'est ce qu'on vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti! On peut tout d'abord se pencher sur le cas de l'Iran. Il faut savoir qu'il y a des sanctions contre le pétrole iranien qui sont principalement imposées par les États-Unis, souvent avec le soutien de leurs alliés, afin de limiter les revenus économiques de l'Iran, freiner son programme nucléaire et réduire son influence régionale. Le pétrole constituant une source majeure de financement pour Téhéran, ces mesures cherchent à affaiblir son économie et à contraindre ses dirigeants à engager des négociations, notamment en ce qui concerne le développement d'armes nucléaires, bien que l'Iran affirme que son programme est uniquement civil. Ces sanctions visent également à réduire les ressources financières disponibles pour les groupes armés régionaux soutenus par l'Iran, comme le Hezbollah. Ces sanctions ont été mises en œuvre par les États-Unis via des décrets et des décisions du département du Trésor, souvent accompagnées d'actions similaires de l'Union européenne et d'autres pays alliés. Elles ciblent des entreprises et des navires impliqués dans le commerce pétrolier, souvent appelés flottes fantômes, ainsi que des raffineries et partenaires commerciaux, notamment en Chine. En complément, des restrictions financières exclut les entités sanctionnées des systèmes bancaires internationaux, compliquant considérablement les transactions. Malgré leur impact significatif sur l'économie iranienne, ces mesures font l'objet de débats sur leur efficacité réelle et les conséquences humanitaires qu'elles peuvent entraîner, tout en restant un levier clé pour les puissances internationales dans leurs négociations avec l'Iran. Les sanctions contre l'Iran ont causé de lourds dégâts à son industrie des hydrocarbures, le pays chutant dans le classement des plus grands exportateurs. Alors que le pays exportait 2 684 100 barils de pétrole brut par jour en 2004, la réimposition des sanctions sous l'administration Trump a fait s'effondrer ce chiffre, qui est passé à 651 313 barils par jour en 2020. Téhéran tente depuis de restaurer son niveau d'exportation des années 2010. Il aurait d'ailleurs réussi à exporter 1,8 million de barils par jour en septembre 2024. Ainsi, malgré les lourdes sanctions imposées par les États-Unis contre le secteur pétrolier iranien, et alors que le pays est officiellement interdit de vendre son pétrole sur les marchés internationaux, Téhéran est parvenu à contourner ces restrictions et à écouler son pétrole en grande quantité grâce à un réseau sophistiqué et opaque. Ce système, révélé par The Economist, repose sur des mécanismes complexes de dissimulation et sur le soutien crucial de la Chine, principal client du pétrole iranien. Regardons ça de plus près. Si la Société nationale iranienne du pétrole possède un monopole sur la production d'or noir du pays, les exportations iraniennes ne sont pas uniquement organisées par cette entreprise. En effet, une partie du pétrole iranien est en fait allouée aux ministères iraniens, à des organisations religieuses ou même à des fonds de pension. Par exemple, l'armée iranienne a ainsi vendu pour 4,9 milliards de dollars de pétrole afin de financer son budget en 2023. Depuis le rétablissement des sanctions américaines sous l'administration Trump en 2018, l'Iran est officiellement interdit de vendre son pétrole sur les marchés internationaux. Cependant, le pays a su développer un système ingénieux pour poursuivre ses exportations en évitant la traçabilité habituelle des échanges pétroliers. En effet, il possède une flotte fantôme de pétroliers qui sont utilisés pour contourner les sanctions occidentales sur les exportations de pétrole. Ces pétroliers désactivent délibérément leur système de géolocalisation lorsqu'ils naviguent en haute mer, rendant leur suivi extrêmement difficile. N'oublions pas que les différents exportateurs de pétrole iraniens passent par des canaux distincts
compliquant les efforts pour les repérer. Ces navires changent fréquemment de pavillon et de nom, ce qui complique encore davantage leur identification par les autorités internationales. On peut aussi noter que le pétrole iranien est souvent mélangé à d'autres types de brut en mer, notamment dans les eaux proches de la Malaisie ou de Singapour, afin de masquer son origine. Cette méthode, appelée blending, permet de vendre le pétrole sous une fausse identité, rendant son traçage presque impossible. Dans le cas de l'Iran, il faut savoir que la Chine joue un rôle clé dans ce réseau sophistiqué. En effet, 95% des exportations de pétrole brut iranien finissent entre les mains de Pékin. Ainsi, le pays importe discrètement ce brut via des intermédiaires, notamment des raffineries indépendantes appelées teapots. Ces raffineries, souvent situées dans des régions éloignées, sont moins exposées aux contrôles internationaux et peuvent plus facilement recevoir des cargaisons d'origine douteuse. De plus, les transactions sont fréquemment effectuées en yuan ou en crypto-monnaie pour éviter les circuits bancaires traditionnels, eux-mêmes soumis à une surveillance stricte des États-Unis. En parallèle, l'Iran a mis en place un réseau de sociétés écrans et de courtiers internationaux pour gérer les aspects logistiques et financiers de ce commerce illicite. Ces entreprises, souvent établies dans des zones économiques spéciales ou dans des pays où la législation est plus souple, assurent la couverture nécessaire pour marquer l'origine réelle du pétrole vendu. Wiki-Iran, organe documentant les activités du gouvernement iranien à l'aide de fuites de données, dévoile ainsi que sur 218 comptes en banque liés à des sociétés écrans repérées autour du monde, les 3/4 sont liés à des banques chinoises et 30 à des structures émiraties. Mais 10 comptes sont ouverts au sein de grandes banques européennes. Les établissements ne sont pas nécessairement au courant des liens entre les sociétés écrans et l'Iran, en Europe comme au sein des banques chinoises. Grâce à tout cela, l'Iran parvient à écouler plusieurs centaines de milliers de barils par jour, générant des revenus cruciaux pour son économie malgré les restrictions internationales. L'argent blanchi peut ensuite servir à payer des importations iraniennes, mais également à financer le Hamas, le Hezbollah ou encore les rebelles houthis. Un tel système est coûteux pour l'Iran, qui doit payer plusieurs intermédiaires et maintenir des montages financiers complexes, mais il permet au régime de continuer à financer ses activités autour du Proche-Orient, de la Syrie au Yémen, en passant par Gaza et le Liban. Cette capacité à contourner les sanctions montre l'ingéniosité de Téhéran, mais met aussi en lumière les limites de la pression exercée par Washington. On peut ensuite parler de la Turquie. En mai 2024, le pays suspend ses échanges commerciaux avec l'État hébreu, expliquant qu'elle reprendra ses relations commerciales avec son homologue quand la situation humanitaire s'améliorera à Gaza. Ainsi, le ministère explique que la Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza. Il faut savoir qu'en 2023, les exportations de la Turquie vers Israël ont représenté 5,43 milliards de dollars contre 7,03 milliards en 2022 et 6,36 milliards en 2021. Quelques mois plus tôt, Recep Tayyip Erdogan avait déjà rappelé l'ambassadeur de Turquie à Tel Aviv, mais avait jugé impossible de rompre complètement avec Israël. Cependant, les intenses critiques qu'il essuie à ce sujet semblent lui avoir fait changer d'avis. Mais rapidement après l'annonce du suspens des échanges commerciaux, le pays est pointé du doigt, car le pétrole azerbaïdjanais continue d'être acheminé en Israël via la Turquie. Passant par le port turc de Ceyhan, plus du tiers des besoins en pétrole d'Israël transitent par ce lieu. En effet, l'Azerbaïdjan est un important fournisseur de pétrole à Israël, via l'oléoduc Bakout-Tbilissi-Ceyhan, au bout duquel le pétrole est chargé sur des bateaux, qui le transportent jusqu'à Haïfa. Il faut savoir que le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, entretient d'excellentes relations avec Recep Tayyip Erdogan. Il en est de même avec Netanyahou, alors que Jérusalem est un fournisseur d'armes très important pour l'Azerbaïdjan. De plus, les relations diplomatiques entre Israël et l'Azerbaïdjan
qui existent depuis 1992, sont les plus stables que l'État hébreu entretient avec un pays musulman. Cependant, en novembre 2024, la Turquie réfute les accusations de livraison de pétrole à Israël. Le gouvernement turc a également ajouté avoir pris des mesures pour empêcher les entreprises d'abuser des accords commerciaux avec la Palestine, en détournant vers Israël des marchandises destinées au territoire palestinien. Pour mettre fin à cette pratique, Ankara a mis en place un processus de vérification en 3 étapes. Le ministère palestinien de l'économie doit d'abord autoriser les factures pro forma soumises par les entreprises souhaitant importer des marchandises turques avant de transmettre la facture ainsi autorisée au ministère turc du commerce. La transaction est ensuite validée par les associations d'exportateurs en Turquie. Cependant, la Turquie n'est pas le seul pays à dénoncer le gouvernement de Netanyahou, mais qui continue de lui fournir du pétrole. L'ONG Oil Change International, alias OCI, spécialisée dans les énergies fossiles, a listé 65 livraisons de produits pétroliers à destination d'Israël depuis le 21 octobre 2023. Ce pétrole alimente l'économie et la consommation du pays, mais certaines variétés repérées par OCI sont directement utilisées par l'armée israélienne. C'est notamment le cas du JP-8, un carburant pour avions à réaction fourni par les États-Unis pour les besoins militaires d'Israël. Le pétrole brut, lui, est raffiné en Israël. Ce carburant pouvant ensuite être utilisé pour alimenter la machine de guerre israélienne. Ainsi, les géants du pétrole BP, Chevron, Eni, ExxonMobil, Shell et Total Energy fourniraient 35% des produits pétroliers israéliens. D'autres compagnies privées totalisent 30% des livraisons, tandis que les entreprises d'État ont exporté 34% du pétrole utilisé en Israël. Cependant, le nombre de pays dont provient le pétrole brut est relativement restreint. Comme on l'a vu, l'Azerbaïdjan, partenaire clé d'Israël, arrive en première place avec 28% des exportations via l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan avant d'être transporté depuis la Turquie jusqu'à Israël. Le Kazakhstan arrive en deuxième position avec 22% des livraisons. Ensuite, 37% du pétrole brut israélien proviendrait de 3 pays africains. Le Gabon fournit ainsi 22% du pétrole israélien, suivi par le Nigeria avec 9% et le Congo avec 6%. Pourtant, depuis le 7 octobre 2023, le Nigeria a adopté une position mesurée. En tant que puissance régionale en Afrique de l'Ouest, le Nigeria a exprimé son soutien à une solution diplomatique et a appelé à la désescalade des violences. Le pays a également participé aux discussions internationales sur la crise et a soutenu les résolutions de l'ONU appelant à un cessez-le-feu et à l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. En mars 2024, le ministre des Affaires étrangères nigérian, Youssouf Tougar, déclarait à Al Jazeera « Il n'y a pas de justification pour le carnage en cours à Gaza. Il doit s'arrêter. » De plus, le Nigeria, comme le Congo, sont membres de l'Union africaine. Cette organisation internationale a dénoncé officiellement la politique israélienne. D'ailleurs, en février 2024, Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, a déclaré lors d'un sommet organisé à Addis Abeba, aux côtés de Mohamed Shtayyeh, alors Premier ministre de l'autorité palestinienne, « Soyez assurés que nous condamnons fermement ces attaques qui sont sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous voulons vous assurer de notre solidarité avec le peuple de Palestine. » On peut aussi parler du Brésil, qui livre 9% du pétrole brut utilisé par Tel Aviv. Un soutien qui diverge grandement des positions officielles du pays. Depuis le 7 octobre 2023, le Brésil a adopté une position critique envers Israël, tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat. Le Brésil, qui présidait alors le Conseil de sécurité des Nations Unies, a plaidé pour une solution politique au conflit et a soutenu la création d'un couloir humanitaire pour Gaza. Cette approche s'inscrit dans une tradition diplomatique brésilienne qui privilégie le dialogue et la médiation dans les conflits internationaux. Par exemple, le ministère des Affaires étrangères du pays a déclaré en janvier 2024 «
le président a exprimé son soutien à l'initiative de l'Afrique du Sud visant à demander à la Cour internationale de justice d'ordonner à Israël de cesser immédiatement tous les actes et mesures susceptibles de constituer un génocide ou des crimes connexes. En plus du pétrole brut, on peut aussi parler des produits raffinés. En tête, on retrouve les États-Unis avec 36% et la Russie avec 28%. Si Washington est le principal allié de Tel Aviv, Moscou est en désaccord avec les actions israéliennes menées, sans pour autant soutenir officiellement la procédure sud-africaine auprès de la Cour internationale de justice. On trouve ensuite à nouveau le Brésil, puis l'Albanie, la Grèce et l'Italie, qui fournissent à eux trois moins de 20% des produits raffinés. Vient ensuite la Russie. Comme pour l'Iran, il y a une flotte fantôme qui est utilisée par la Russie pour contourner les sanctions occidentales imposées depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Cette flotte se compose principalement de pétroliers et de vraquiers anciens, souvent âgés de plus de 20 ans, qui transportent du pétrole et d'autres produits énergétiques vers des destinations qui échappent au contrôle des pays sanctionneurs. L'objectif principal de cette flotte est de continuer à exporter du pétrole russe vers des marchés comme la Chine, l'Inde ou certains pays d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, malgré l'embargo européen, le plafonnement des prix imposé par le G7 et l'interdiction d'utiliser les services d'assurance et de transports occidentaux. Pour ce faire, la Russie a mis en place un système sophistiqué de transfert de cargaisons en haute mer, souvent dans des zones peu surveillées, comme au large de Gibraltar, près de la Grèce ou dans le golfe d'Oman. Ces manœuvres permettent de dissimuler l'origine du pétrole, qui est ensuite déclaré comme provenant d'un autre pays, échappant ainsi aux restrictions. En 2024, au moins 100 navires ont été activement utilisés par la Russie dans ce réseau, contribuant au transport de plus de 1 à 2 millions de barils de pétrole par jour. Parmi les pays qui reçoivent ce pétrole, il y a l'Inde. Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Inde a considérablement augmenté ses importations de pétrole russe, malgré les sanctions occidentales visant à limiter les revenus énergétiques de Moscou. Cette hausse s'explique par une stratégie de New Delhi qui cherche à sécuriser son approvisionnement en pétrole à des prix réduits. En mars 2025, les importations indiennes de brut russe ont atteint 1,54 million de barils par jour, marquant une reprise après une baisse due aux sanctions américaines imposées en janvier. Ainsi, l'Inde profite des ristournes offertes par la Russie, qui cherche à maintenir ses exportations malgré les restrictions internationales. En conséquence, la part du pétrole russe dans les importations indiennes a atteint 36%, tandis que celle de l'OPEP a chuté à 48,5%. Cette dynamique reflète une réorientation des flux énergétiques mondiaux, avec une dépendance accrue de la Russie envers ses clients asiatiques, notamment l'Inde et la Chine. Cependant, cette stratégie comporte des défis. Les coûts de transport ont fortement augmenté, atteignant 8 millions de dollars pour un aller simple entre les ports russes et l'Inde. De plus, la fin des remises sur le pétrole russe pourrait réduire l'intérêt de l'Inde pour ses importations. L'importance du pétrole dans la géopolitique se voit aussi dans le conflit russo-ukrainien. Et d'ailleurs, pas que le pétrole. L'Ukraine est riche en matières premières stratégiques, ce qui en fait un acteur clé dans l'économie mondiale. Parmi ses ressources les plus précieuses figurent les terres rares, le lithium, le cobalt, le graphite et le nickel, essentiels à la production de technologies modernes, telles que les batteries pour véhicules électriques et les appareils électroniques. Ces matériaux sont particulièrement convoités dans le cadre de la transition énergétique mondiale, où la demande pour des sources d'énergie renouvelables ne cesse de croître. Par exemple, les sous-sols du pays recèlent des gisements considérables, estimés par les services de géologie ukrainiens à une valeur de 7 500 milliards de dollars. D'ailleurs, l'Ukraine est classée au 5e rang mondial pour ses réserves en fer, en graphite et en manganèse, des éléments critiques pour la production des batteries électriques. Le pays est aussi 6e productrice mondiale de titane, métal stratégique pour la production aéronautique, et recèle d'importants gisements de lithium, de cuivre, de cobalt et de terres rares, utilisés aussi bien dans le domaine énergétique que dans l'électronique et la défense.
En plus des terres rares, l'Ukraine possède d'importants gisements de charbon, de gaz naturel et de pétrole, qui représentent une part significative de son produit intérieur brut. Les régions de Donetsk, Louhansk et Dnipropetrovsk, situées près de la ligne de front, concentrent une grande partie de ces ressources. Rapidement, les États-Unis et l'Union européenne jouent un rôle stratégique dans l'exploitation des gisements de matières premières en Ukraine. Washington, en particulier, cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine le marché mondial des minerais critiques. L'Union européenne, quant à elle, considère l'Ukraine comme un partenaire clé pour sécuriser ses besoins en matières premières stratégiques. D'ailleurs, en juillet 2021, un partenariat avec l'Ukraine pour les métaux stratégiques et les batteries voit le jour. Ce partenariat répond à la volonté de l'Union européenne et plus largement de l'OTAN de sécuriser les approvisionnements en matières premières de son industrie face aux monopoles chinois et russes. Il permettrait par exemple d'assurer des importations de titane, décisives pour Airbus et Safran, de zirconium, utilisé aux 3/4 pour le nucléaire, de scandium, sous-produit de la métallurgie du titane utilisé dans les piles à combustible et les alliages ultra-légers de l'aéronautique, mais aussi de molybdène, employé dans les superalliages, les écrans et les puces électroniques. L'Ukraine s'était également engagée à privatiser ses mines et son industrie métallurgique et à collaborer avec les services géologiques européens et états-uniens. Ainsi, le conflit russo-ukrainien est aussi un affrontement pour les métaux, le pétrole et le gaz, qui n'a cessé de s'intensifier depuis 2014, surtout avec le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et les États-Unis, qui leur ont permis de planifier l'extraction des matières premières ukrainiennes. Ce que la Russie ne supporte pas. Pour mieux comprendre cela, il faut remonter dans le passé. En 2010, d'importants gisements de gaz de schiste ont été découverts en Ukraine. Ces réserves correspondent à 1/3 de la consommation annuelle de gaz de l'Ukraine. Sur fond de corruption, en 2013, les permis ont été attribués aux sociétés américaines Shell et Chevron. C'est un problème pour la Russie, car Kiev vit sous la dépendance de la société russe Gazprom. Moscou est également la 2e productrice mondiale d'aluminium et la première exportatrice mondiale de nickel, utilisé pour les batteries. Elle domine également le marché du palladium, servant notamment à la production de piles à combustible. Mais la découverte de grandes quantités de matières premières sur son sol font que le pays essaye de devenir plus autonome, en plus de permettre à des entreprises états-uniennes d'exporter son gaz en Europe au détriment de Gazprom. Au même moment, à la suite de la découverte d'importants gisements pétroliers et gaziers en mer Noire, ExxonMobil, Shell et Chevron ont obtenu des permis d'exploitation. Par la suite, c'est aussi le cas d'EDF et de l'italien Eni, avec un accord visant à produire 3 millions de tonnes de pétrole par an. Cependant, tous ces projets ont été soit abandonnés, soit mis en suspens par l'annexion de la Crimée. Cette annexion a également permis à la Russie de contrôler la moitié du pétrole ukrainien, mais aussi 72% de son gaz naturel, et l'essentiel de sa production et de ses réserves de charbon, qui sont situées dans le Donbass, qui était avant l'un des principaux sites de production houillère de l'URSS. Comme on le sait déjà, le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion militaire de l'Ukraine, marquant une escalade majeure dans la crise russo-ukrainienne qui dure depuis 2014. Cette offensive a été précédée par un renforcement militaire russe près des frontières ukrainiennes dès 2021, accompagné de demandes de garanties de sécurité, notamment l'interdiction de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ces exigences ont été rejetées, ce qui a intensifié les tensions. L'invasion a débuté avec des attaques sur plusieurs fronts, notamment dans le Donbass, la Crimée et les régions proches de Kiev. Les forces russes ont rapidement avancé, atteignant les banlieues de la capitale ukrainienne. Cependant, cette progression a été freinée par une résistance ukrainienne acharnée, soutenue par des livraisons d'armes et une aide financière de l'Occident. En avril 2022, les troupes russes se sont retirées du nord de l'Ukraine pour se concentrer sur le Donbass, où le conflit s'est enlisé. Cette guerre a provoqué une crise humanitaire majeure, avec des millions de réfugiés et des milliers de victimes civiles.
Elle a également entraîné des sanctions économiques sévères contre la Russie, isolant davantage le pays sur la scène internationale. Depuis l'invasion, la Russie aurait pris possession de 41 mines de charbon, d'une cinquantaine de sites gaziers et pétroliers et d'une dizaine de gisements miniers stratégiques. De son côté, l'Europe a considérablement réduit sa dépendance aux matières premières russes. Cependant, certains secteurs restent encore liés à ces importations. Avant 2022, la Russie fournissait environ 40% du gaz naturel consommé en Europe. Aujourd'hui, ce chiffre a drastiquement diminué grâce à des efforts pour diversifier les approvisionnements, notamment en augmentant les importations de gaz naturel liquéfié en provenance des États-Unis et du Qatar. Mais certains pays européens, comme l'Allemagne, restent plus vulnérables en raison de leur forte dépendance historique à l'énergie russe. Cela permet de mieux comprendre les tensions entre les États-Unis et l'Ukraine depuis le début de l'année 2025. Pour rappel, le 28 février 2025, à la Maison-Blanche, lors d'une rencontre entre Kiev et Washington, censée porter sur un accord concernant les ressources minières ukrainiennes et les perspectives de paix avec la Russie, les échanges ont rapidement dégénéré en un affrontement verbal devant les caméras. Trump, accompagné de son vice-président J.D. Vance, a critiqué Zelensky, l'accusant de ne pas être suffisamment reconnaissant envers les États-Unis pour leur soutien militaire massif face à la Russie. Cette altercation a mis en lumière des tensions sous-jacentes. L'administration Trump, cherchant à réduire les engagements américains à l'étranger, a insisté pour que l'Ukraine fasse des concessions à la Russie afin de mettre fin rapidement au conflit. Zelensky, de son côté, a exprimé des doutes quant à la fiabilité de la Russie pour respecter un éventuel accord de paix sans garantie de sécurité solide. La réunion s'est terminée brusquement sans qu'aucun accord ne soit signé, et Trump a demandé à Zelensky de quitter la Maison-Blanche. Cependant, tout ne semble pas perdu pour l'Ukraine, car Donald Trump convoite toujours les minerais ukrainiens. En effet, le président américain a exprimé un intérêt pour ces minerais en raison de leur importance stratégique. Le président américain a alors proposé un accord qui permettrait aux États-Unis d'accéder à ces ressources en échange d'investissements et d'un soutien à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Cependant, cet intérêt soulève des questions sur les implications géopolitiques et économiques, notamment en ce qui concerne la sécurité des investissements dans une région encore marquée par le conflit. Surtout que l'accord proposé par Donald Trump ne prévoit pas de mécanisme clair pour protéger l'Ukraine contre d'éventuelles agressions. Cette absence de garantie inquiète, car elle pourrait laisser l'Ukraine vulnérable, notamment face à la Russie. Il est donc clair que le cas de l'Iran, d'Israël et de la Russie illustre parfaitement la complexité des sanctions internationales et des condamnations dans un monde globalisé, où la géopolitique, les alliances régionales et les intérêts économiques s'entrelacent de manière stratégique. Ainsi, ces pays démontrent une capacité remarquable à contourner les restrictions et les reproches, grâce soit à un réseau dense, opaque et transnational, soit à la coopération d'alliés forts. Ces exemples révèlent un système international fondé sur des jeux d'apparence, où les proclamations politiques ne résistent que rarement à l'épreuve des intérêts énergétiques. Au cœur de cette complexité, le pétrole demeure un levier de pouvoir, un outil de pression, mais aussi un facteur de contradiction pour de nombreux États tiraillés entre leurs engagements diplomatiques et leurs besoins économiques.